Je vais vous présenter une partie de mon projet de mémoire. La moitié des données que j'ai récoltées font l'objet de cette présentation-là. Mon projet porte sur les formes interrogatives en français. Il y a des études de variationnistes qui montrent qu'il y a beaucoup de formes possibles en français dans la grammaire pour énoncer des questions. L'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est principalement l'alternance entre les questions où le mot interrogatif, donc quand, qui, quoi, est déplacé en début de phrase ou reste dans la phrase. Donc, c'est sa position in situ qu'on appelle. Puis, je vais, dans le fond, différencier les deux formes en fonction du concept de force interrogative, qui est un concept pragmatique qui distingue les phrases déclaratives des phrases interrogatives. On va voir comment cette fonction-là se marque au niveau de la syntaxe. Donc, mon introduction, j'en ai parlé un peu. Donc, il y a l'idée de pragmatique qui est associée à l'interrogation. Donc, une phrase qui est énoncée, qui va solliciter une réponse en visant un objet d'information, un élément d'information qui intéresse le locuteur, l'énonciateur. Donc, les mots QU, j'en ai donné quelques exemples. Souvent, l'élément d'information qui est cherché est associé directement à la signification du mot QU. Donc, pour la théorie que je présente aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de distinction entre les mots qui est utilisé, mais dans des recherches plus avancées, disons, c'est possible vraiment de trouver des comportements syntaxiques différents entre les mots. Mais aujourd'hui, je vais voir une approche plus globale de toutes ces formes. Puis c'est ça, quand je vais employer le mot question partielle, c'est en référence aux questions formées avec ces mots-là, parce que l'objet de l'interrogation est particulier à un constituant de la phrase et non sur le contenu de toute la phrase ou de la proposition. Mon objet aujourd'hui, c'est l'alternance entre les questions dans lesquelles le mot QU est en début de phrase ou reste en sa position d'argument dans la phrase. C'est une des formes qu'on atteste aujourd'hui comme étant en augmentation dans l'utilisation dans les études de corpus. Distinction qu'on remarque entre l'usage que les gens en font et comment la grammaire interprète ces questions-là. Donc, moi, ma problématique, c'est de voir comment est-ce que ces questions qui sont censées ne pas être grammaticales selon la théorie sont employées par les locuteurs. J'ai deux exemples ici. En un, tu étais avec qui quand s'est passé cet incident? Donc, qui n'est pas au début, il est resté à sa place dans un groupe prépositionnel. Et tu portais quoi au bal? Donc, au lieu de que portais-tu au bal? La théorie rejette certaines formes qu'on atteste dans les études. Puis, moi, je vais proposer d'approfondir notre approche de la force interrogative. Comment les phrases interrogatives sont-elles marquées? Donc, je vais approfondir le concept pragmatique et sémantique du point de vue de l'exigence d'exhaustivité et de spécificité, ce qui va nous permettre de relativiser la notion de déplacement obligatoire que je vais vous introduire directement ici. C'est comme le français possède les deux formes, on va considérer que les formes dans lesquelles le mot n'est pas déplacé sont interprétées comme s'il était déplacé. Puis c'est de là qu'on obtient des contraintes qui sont associées au déplacement normalement, mais qui, en fait, ne sont pas respectées dans l'usage. Je vais commencer par expliquer l'analogie syntaxique entre les formes in situ et les formes avec déplacement, d'où ça vient, le fait qu'on associe l'interprétation in situ à l'interprétation avec déplacement. Ensuite, je vais aborder l'aspect pragmatique et sémantique du point de vue de la notion d'exhaustivité et de spécificité. On va glisser vers l'ambiguïté qui va me servir à expliquer la méthodologie avec laquelle j'ai monté un questionnaire pour récolter des données, soutenir mon point de vue, puis on va conclure à la fin. Donc, le cadre théorique que j'emploie, c'est le cadre générativiste. Selon cette théorie, une phrase est constituée selon un modèle récursif qui fait qu'on peut déployer des phrases qui sont théoriquement infinies. Chaque phrase est initiée par un syntagme complémentaire qui est récursif, donc la phrase peut être emboîtée dans une autre phrase. Le modèle permet ça jusqu'à épuisement des ressources. Donc, par exemple, si on dit
Marc croit que Jean a vu que Céline a dit. Ce sont toutes des phrases qui sont emboîtées selon le modèle syntaxique en une seule phrase. Donc, dans le cas des questions, on va avoir les questions indirectes vont être lorsque le mot QU est déplacé en position d'un complémentaire enchâssé, emboîté. Donc ici, on a Jean sait par qui les enfants ont été avertis. Donc on va considérer que par qui était en position initiale et qu'il a été déplacé en position complémentaire, intermédiaire, complément de c'est. Les questions directes vont être déplacées en position initiale. Donc l'analogie vient de là. La distinction est que les questions directes dans lesquelles on appelle une réponse, le mot est déplacé au début de la phrase, le premier syntagme complémentaire, et les questions indirectes, ça va être toutes les positions intermédiaires accessibles dans la phrase. Donc, on voit que, j'ai expliqué mon paradigme ici, c'est qu'il y a la phrase 2, c'est 6. La phrase 6, la deuxième de la diapositive, serait agrammaticale quand le mot QU est censé être déplacé dans une position intermédiaire qu'on forme une question indirecte. Il ne peut pas rester in situ, il doit absolument être déplacé. Tandis qu'on observe cette alternance-là seulement dans les questions directes en 7 et 8. Puis j'ai mis en 8b, disons, la structure généralisée. On va considérer que le mot est déplacé, mais qui est juste prononcé à la fin. Là, pourquoi qu'on va considérer ça, c'est que dans la typologie des langues, normalement, si une langue autorise les mots QU à rester in situ, il n'y a pas de déplacement non plus dans les questions indirectes. Donc, comme le déplacement est obligatoire en français dans les questions indirectes, on considère qu'il l'est aussi dans les questions directes. Là, moi, je vais aborder justement le fait que cette analogie syntaxique-là implique une analogie sémantique, puis je vais pouvoir distinguer les deux formes à partir des notions d'exhaustivité et de spécificité. Donc, la notion d'exhaustivité, je l'ai divisée en 3 points. On a la non-exhaustivité, qui serait lorsque une phrase ou une question appelle à un élément de réponse, au moins un élément de réponse positif, donc qui n'est pas nécessairement la totalité. Tandis que la réponse faiblement exhaustive, ben, c'est tous les éléments de réponse possibles, positifs, qui sont associés à la question. Puis la réponse fortement exhaustive, c'est lorsque les éléments positifs et les éléments négatifs sont considérés. On va comprendre dans la mise en situation que... Donc, si par exemple, on dit « Jean sait quels enfants le surveillant avertit » dans une situation où il y a 4 enfants, Louis, Anne, Charles et Sophie, mais que seulement 3 d'entre eux, Louis et Anne, ont été avertis. Si on dit « Jean sait que Louis et Anne ont été avertis », alors 5 est faux. On ne peut pas dire qu'il sait quels enfants avertis parce qu'il ne sait pas que Sophie l'a été. Dans les contextes exhaustifs, par contre, la phrase va être vraie. Si Jean sait que Louis, Anne et Sophie ont été avertis, la phrase 5 est vraie. Et s'il sait en plus que Charles n'a pas été averti, ben, ça ne change pas, la phrase reste vraie. Si on pose une question directe, par contre, quels enfants ont été avertis? Si on répond que Louis et Anne ont été avertis, on n'a pas l'exhaustivité, mais la réponse est vraie. Si on a la réponse exhaustive, la réponse est vraie aussi. Puis la réponse fortement exhaustive, si on ajoute que Charles n'a pas été averti, c'est une réponse un peu excessive. Donc, je vais la rajouter pour l'analyse. Donc, si on compile ces résultats-là, on voit que le chevauchement entre l'analogie des questions directes et indirectes se fait seulement dans le contexte d'exhaustivité faible. Donc, on perd une possibilité dans le cas des questions directes, ce qui pourrait nous aider à l'interprétation des questions in situ qui sont rejetées par la grammaire. Donc, le contexte que je propose de regarder, c'est le contexte de négation. On va rejeter comme grammatical les questions in situ dans lesquelles il y a un contexte de négation. Par exemple, dans une question positive, le surveillant a averti qui? On a accès à la réponse exhaustive. On va dire Louis, Anne et Sophie ont été avertis, c'est correct. Mais si on dit le surveillant n'a pas averti qui, là, la notion d'exhaustivité est moins accessible. C'est que dans le fond, là, si on a un ensemble défini d'enfants, on sait que Charles n'a pas été averti. Mais dans un contexte où on pose généralement qui n'a pas été averti, il y a tout le monde sauf les gens qui n'ont pas été avertis. Donc, si on ajoute, disons, mon père n'a pas été averti à 11, ça va rester vrai. Donc, l'exhaustivité est moins accessible quand il y a un contexte de négation. Ce qui peut expliquer pourquoi on rejette ces
ces questions-là si on fait l'analogie sémantique avec les questions indirectes. Donc, ensuite, la notion de spécificité, je l'ai encore divisée en trois. On a l'interprétation non spécifique, c'est lorsqu'on désigne une catégorie d'entités sans référence précise. Il y a la spécificité partitive lorsqu'on réfère à un ensemble défini composé d'entités réelles, où il y a spécificité épistémique, où on réfère à une entité précise de la réalité, ou plusieurs. Donc, si on fait le même diagnostic, l'interprétation non spécifique va être fausse dans un contexte de question indirecte. Jean sait qui le surveillant averti. S'il sait seulement qu'il y a un garçon et deux filles qui ont été avertis, il ne sait pas c'est qui nécessairement, donc c'est faux. Spécificité partitive, encore une fois, c'est pas assez précis. 3 enfants sur 4 ont été avertis. On ne peut pas dire qui sait c'est qui sait qui a été averti. Mais la spécificité épistémique répond à l'exigence l'exigence de vérité d'une telle phrase. Dans le cas des questions directes, toutes les réponses vont être vraies. Donc, si on dit « il y a un garçon et 2 filles », à la réponse « qui a été averti », ça va être vrai, 3/4 ont été avertis, c'est vrai aussi. Idéalement, on veut savoir tout, le nom des personnes. Encore une fois, on voit que l'analogie sémantique tient sur une seule catégorie de spécificité, qui est la spécificité épistémique. Pour appliquer ça à un cas qui est rejeté dans la grammaire, je vais prendre l'exemple des contextes modaux. La question « qui Jean croit que le surveillant averti », je vais l'aborder sous un angle dans lequel la croyance de Jean est fausse, parce que si la croyance est vraie, il n'y aura pas de distinction possible, ça va être une personne réelle, mais dans le cas où il croit que quelqu'un a été averti, mais que ce n'est pas le cas, on a le premier cas où c'est sa croyance quant au fait que la personne a été avertie qui peut être fausse. Donc, s'il croit, par exemple, que Charles a été averti, mais que dans le contexte, c'est la seule personne qui n'a pas été avertie, là, il y a une entité spécifique, donc il répond à la spécificité épistémique, mais sa croyance est fausse, donc on peut dire qu'il croit qu'il a été averti. Si on dit « Jean croit que le surveillant a averti qui », dans un contexte où il se trompe sur l'identité réelle de la personne qui a été avertie. Donc, si on dit « Jean croit que le surveillant a averti Harry Potter », ben, on n'a pas accès à la spécificité épistémique. Donc, la question n'aurait pas accès à cette interprétation irréelle dans les contextes modaux, si on s'en tient à l'analogie de la spécificité épistémologique qu'il y a avec la question indirecte. Donc, on vient d'aborder une question qui avait 2 réponses possibles, même 3. Donc, l'ambiguïté structurelle, c'est quelque chose qui est intéressant d'aborder aussi dans ce contexte d'alternation entre les différentes formes interrogatives. Je vais reprendre un exemple qu'on a vu tantôt. Jean sait que le surveillant averti. Donc, on a ici 2 sous-ensembles possibles. On a l'ensemble des gens que le surveillant a avertis et l'ensemble des gens que Jean sait qui ont été avertis par le surveillant. Donc, si on veut faire une interprétation de qui, dans le domaine syntaxique enchâssé, qui est celui selon lequel le surveillant avertit des personnes, il faut absolument que l'ensemble des personnes que Jean croit sait qui ont été averties est le même que les gens que le surveillant avertit, sinon la phrase est ininterprétable en interprétation in situ. Un autre cas qui est ambigu, c'est dans les prédicats qui sont un événement, mais qui prennent comme argument un autre événement. Si on interroge sur le complément circonstanciel, donc quand Jean a appris que le surveillant a averti Sophie, selon la théorie du déplacement obligatoire, si on veut employer la forme in situ, il faudrait que Jean ait appris au même moment que le surveillant a averti Sophie. Moi, mon hypothèse, c'est que les 2 événements peuvent s'être passés à des moments différents, puis que si on emploie la forme in situ, il y aurait plus de chances que les gens répondent le moment que Sophie a été avertie. Si le déplacement est obligatoire est une notion qu'on peut relativiser. Donc, j'ai composé un questionnaire composé de questions ambiguës comme ça. Je l'ai envoyé à 39 participants. Il y avait 10 questions cibles sur les 22, donc il y avait 12 distracteurs pour pas que les gens soient biaisés par l'objet de recherche. Il m'a donné 390 observations. Les observations étaient divisées, dans le fond, il y avait la moitié qui étaient des formes avec déplacement, la moitié qui étaient des formes in situ, ce qui donnait 195 observations par forme.
Chaque question était précédée d'une mise en contexte pour présenter les deux événements comme étant distincts. Puis il y avait un certain emphase qui était mis sur l'événement in situ pour éviter que le contexte favorise les questions avec déplacement, parce que c'est pas ça qui nous intéressait, disons, dans la recherche. J'ai un exemple ici. Mise en contexte, Donna a perdu ses lunettes en Allemagne. Elle dut demander de l'argent à Marc pour s'en procurer d'autres. Elle l'en informa alors qu'il était sur le campus. Marc lui fit la remarque qu'il n'avait pas le temps d'aller en Allemagne durant sa pause. Donc, on demandait où Marc a su que Donna a perdu ses lunettes. Marc a su que Donna a perdu ses lunettes où? L'emphase était mise sur l'Allemagne. Disons, il y avait 2 mentions de l'Allemagne, une au début, une à la fin. Donc, on respectait la fréquence, vu que c'était la dernière place qui avait été nommée. Non, c'est le côté récent qui était respecté par le fait que c'est dit en dernier. Puis la fréquence, parce qu'on le dit 2 fois sur une qui est pour le campus. Comme ça, j'ai construit mes contextes. Les résultats. Ici, on a la distribution des réponses selon la position du mot. Donc, quand le mot était en début de phrase, on avait 94% des réponses qui concernaient le premier domaine syntaxique, seulement 6% pour le domaine in situ. Lorsque le mot était en position in situ, on avait 46% des réponses qui concernaient le domaine initial, tandis que 54% étaient adressées sur le domaine in situ. Une différence d'observation, c'est qu'il y a eu une erreur j'ai fait une erreur en montant les questionnaires, donc j'ai perdu 11 observations, puis 4 réponses par position qui étaient ambiguës. Dans le fond, les gens ils donnaient une réponse avec les deux éléments d'information dedans. Si on se penche plus précisément sur les données qui nous intéressent, la distribution des réponses dans le domaine, qui concerne le domaine imbriqué, on voit que près de 90% des réponses qui concernaient le domaine in situ provenaient des réponses dans lesquelles le mot était en position in situ, seulement 10% dans le cas des questions où le mot était déplacé. J'ai généré un modèle de régression logistique qui prédit que dans 95% des cas où on obtient une réponse adressée qui concerne le domaine ou l'événement enchâssé du domaine syntaxique du deuxième verbe, ça va être dans 95% des cas lorsque la question est posée avec le mot Q en position in situ. Donc, ma conclusion est que l'analogie entre les questions directes et indirectes est trop puissante en relativisant les notions d'exhaustivité et de spécificité. On peut arriver à des interprétations qui sont propres ou favorisées par les questions in situ. Cette relativisation permet d'expliquer pourquoi la grammaire rejette certaines formes alors que les locuteurs les emploient. Puis, les résultats, ils appellent à un rafraîchissement de l'analyse des phrases interrogatives en français. Je suis disponible pour vos questions et je vous remercie pour votre attention.